Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital. Vous connaissez la chanson, 93e numéro pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette actualité du jour, ce n'est pas la même que celle de mardi, on va revenir dessus. Pendant plus d'une heure sur le match hier, la défaite du Paris Saint-Germain face à Monaco, 2 buts à 0. Retour dans le train-train de la Ligue 1, retour sur terre pour les Parisiens et défaite donc contre l'AS Monaco de Niko Kovac. On va expliquer, parce qu'évidemment il y a des explications à cette défaite, mais qu'on voit beaucoup trop souvent en Ligue 1 cette saison. Pour m'accompagner, pour débriefer tout ça. Alors évidemment, comme vous l'avez noté dans les commentaires mardi, vous avez vu nos sourires dès qu'on a commencé le podcast. Là aujourd'hui, on fait un peu plus le Griezmann. Voilà, on est moins souriant, on est quand même content d'être là avec vous parce que même après les défaites, on est toujours là. Vous l'avez vu, on n'esquive pas les podcasts, hein, mais évidemment, voilà, le sourire est moins présent et c'est normal. Yacine Amnet tout d'abord qui est avec nous. Comment vas-tu, Yass? Ouais, je vais. Franchement, il y a des soirs comme ça, là. Tu regrettes d'avoir regardé le match et franchement, tu as envie Non, tu envie de mal parler, mais Ouais. Ah, on est une émission sérieuse, Yass, hein. c'est pour ça que c'est mieux le matin, parce que là, tu vois, on a Oui, un oui, peu digéré. on a passé la nuit, même si la nuit a été courte pour certains, on n'a pas tous bien dormi, voilà, on en parlait un peu avant. Mais je voulais commencer par te présenter par toi, Yes, parce que je savais que tu allais rire. Voilà. Ça allait me donner un peu de sourire pour commencer le podcast. Mousse qui était avec nous. Comment ça va, Mousse? Bien rasé pour le podcast. Ouais, t'as vu? Non, en Ouais, fait, c'est les poils de ma barbe qui sont tombés devant ouais. le spectacle affligeant du match face à Monaco. Donc, ouais, bah écoute, ouais, ça va. Mais je retiens quand même qu'on a réussi à arracher un sourire à Yacine. C'est déjà pas mal. Mais oui, toujours, on arrive toujours à. Je sais comment maintenant arriver à faire sourire Yass. Voilà, je le connais maintenant. Et Nicolas Puravo également avec nous pour terminer la bande. Comment vas-tu, Nico? Eh ben écoute, ça va, Hugo, bonjour à tous. La nuit a été. Moi, je me suis couché tout de suite après, hein. J'ai même pas regardé les débriefs. Je me suis dit, c'est pas la peine. Comme ça, au moins, je suis allé me coucher sans être. Et puis, bah écoute, ça va. Content d'être avec vous ce matin. Ah bah écoute, nous aussi, on est content, même si évidemment, il y aura moins de sourires après mardi. Et évidemment, retour sur terre pour les Parisiens, retour au train-train de la Ligue 1. Et comme je le disais, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Défaite 2-0 du Paris Saint-Germain pour la 26e journée de Ligue 1. C'est un peu le PSG qu'on voit en championnat depuis le début de saison, mais les incidents sont classement, et c'est par ça que je vais commencer le podcast, parce que autant la semaine dernière, quand on a fait le podcast du lundi, on avait dit que le Paris Saint-Germain avait fait la bonne opération, puisque Lille avait fait match nul et Lyon avait perdu, mais là, force est de constater que voilà, les deux ont gagné, et que Lille commence à prendre de l'avance. Lille est premier avec 58 points, Lyon deuxième 56 points, et le PSG est troisième avec 54 points, donc 4 points de retard sur le leader Lille qui ne lâche pas grand-chose, et Monaco quand même qui est quatrième avec 52 points, donc qui revient à 2 unités du Paris Saint-Germain. Donc c'est ça la première info quand même après le résultat d'hier. Pour commencer avec vous sur ce match, euh, j'ai envie de vous demander comment expliquer cette défaite. Est-ce que, Mousse, on peut parler de décompression après la magnifique victoire de mardi, ou c'est juste en fait le niveau du Paris Saint-Germain qu'on voit en Ligue 1 depuis le début de saison? Bah, je crois que c'est les deux, en fait, hein. C'est un bon résumé que tu viens de faire, puisque le PSG avait 5 jours pour récupérer, ce qui était quand même bien. Mhm. Franchement, pas 5 jours. Ils avaient maîtrisé les matchs à Barcelone. C'est vrai qu'ils avaient fourni un peu plus d'efforts que d'habitude. Mais je crois, puisqu'on n'avait pas parlé dans le podcast précédent contre Barcelone, je crois qu'en termes de kilomètres parcourus sur cette soirée, sur l'ensemble, enfin sur la soirée de Ligue des Champions, je crois qu'on était 10 kilomètres en moins que le match Dortmund, je ne sais plus contre qui ils jouaient. Séville. Séville. Voilà. Donc, en fait, ils avaient mis du rythme, mais un peu moins que la moyenne, on va dire. Donc, je pense pas que ce soit la fatigue hier. Je pense vraiment qu'il y a, il y a la décompression. Il y a les choix de Pochettino aussi, et il faut qu'on en parle. Je ne sais pas si c'était judicieux de reconduire. Je comprends sa logique d'installer un 11 et d'essayer de leur donner un maximum de jeu pour qu'ils aient des automatismes, etc. Le problème, c'est que le joueur qu'il a retiré du 11, c'est quasiment le joueur le plus important, Marco Verratti, et qu'avec un milieu Paredes, Gay, Herrera, qu'on avait déjà vu sous Thomas Tuchel, et on ne peut pas être surpris
de la prestation de ce milieu-là. Donc, il y a évidemment que c'est les joueurs qui sont fautifs, c'est eux qui sont sur le terrain, mais les choix de Pochettino sont, pour moi, voilà, ça interroge et je me dis quand même que si tu veux installer un schéma tactique comme il le fait depuis un certain moment avec un 4-2-3-1, il y avait des joueurs susceptibles de remplacer Marco Verratti en la personne soit de Rafinha, soit de Draxler. Donc moi, ces choix hier, que ce soit sur son 11 de départ et sur les choix qu'il a fait ou n'a pas fait pendant la rencontre, ça m'a gêné. Il y avait un changement, donc tu le disais, Mousse, par rapport à la compo de mardi contre Barcelone. Herrera qui remplaçait Verratti en pointe haute du milieu à 3. Mais Pochettino s'est expliqué après-match pour expliquer ce choix de mettre Marco Verratti sur le banc. Il a expliqué que c'était une décision pour le protéger. Il n'était pas en mesure de jouer 90 minutes. Je pense que ce qu'il a joué aujourd'hui, un peu plus de 35 minutes, était suffisant et le maximum qu'il pouvait supporter. Yacine, tu trouves qu'il y avait un problème de compo, toi, hier, par rapport au défi qu'a proposé Monaco dans les choix de Pochettino? Oui, il y avait un problème de compo, mais alors, il y avait un problème de compo par rapport à l'animation. Déjà, ce milieu-là, il a été proposé plein de fois. Il n'y a pas de créativité. Tu peux pas jouer avec ce milieu-là. En plus, contre une équipe qui va te proposer un bloc très compact. Voilà, il n'y a pas de joueur capable d'éliminer, de faire des passes, de se positionner entre les lignes. Franchement, c'est pas possible. Mais il y a un problème de compo pour moi parce que euh, moi, franchement, je suis pas du tout mousse sur le fait que Pochettino, c'est bien qu'il veuille installer une équipe type. Bah, moi, non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a répété depuis 8 mois qu'il y a le Covid et que Ouais, cette année, elle est compliquée. juste 2 secondes, je sais qu'ils n'aiment pas trop ça. Ils aiment pas, Mais sûr, hein. c'est pas grave, parce que je ne peux pas lui laisser dire ça. J'ai juste dit, je comprenais que. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai juste dit, je Ouais, mais comprenais voilà, que justement. installer. Vas-y, Yass. Non, mais Moi aussi, justement, je moi, suis je comprends pas. Parce que, pourquoi d'accord. je comprends pas? Parce qu'il y a un banc de touche qui sert à rien. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter autre chose, qui servent à rien. Parce que tu sors d'un match de Barcelone. Euh, alors, dans une saison normale, il y a une décompression après un match de Ligue des Champions. Dans une saison Covid, c'est encore pire. Puisqu'on n'arrête pas de nous dire que les joueurs ne sont pas prêts à enchaîner les matchs, ne sont pas prêts à jouer, etc. Donc, le minimum, c'est au moins de renouveler quelques joueurs. Par exemple, Draxler, par exemple, Rafinha, voire Pembele. Florenzi, je suis désolé, on l'a répété. Non mais, quand même. Nous, on le dit toutes les semaines que Florenzi n'est pas capable d'enchaîner les matchs. Mais on n'est pas payé pour ça. Qu'est-ce qu'il ne voit pas, Pochettino? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans le fait que Florenzi n'est pas capable d'enchaîner les matchs? Donc moi, à un moment donné, c'est plus possible. Tu as Diallo, tu peux mettre Diallo à la place de Kurzawa. Tu mets un peu de frais, on t'a pas demandé de renouveler les 11 joueurs. Tu mets un peu de frais, 4, 5 joueurs. Tu mets des joueurs qui vont t'apporter quelque chose. Encore une fois, moi, l'idée de dire, ouais, lui, il n'est pas prêt à jouer 90 minutes. Lui, il n'est pas... Ok, super, bon, voilà. Il est prêt à jouer 45. Eh ben, il joue les 45 premières. Et au moins, tu fais la différence dans les 45 premières. Quand tu fais rentrer Verratti à la 60e et qu'il y a déjà 2-0, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Un miracle? Ok, je lance Verratti maintenant et puis on verra bien. Peut-être qu'il y aura un miracle. Bah oui, mais les miracles, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de miracle. Donc, le match, déjà, quoi qu'il arrive, le match, il est pour Pochettino. Mais la compo, elle n'est pas bonne. L'idée de départ, elle n'est pas bonne. Depuis le début, on répète. Et là, on s'est trompé. Pochettino, il concerne son groupe. Il fait attention à tout le monde. Pochettino, il fait pire que Tourelle. Il fait même plus de changements dans ses compos d'équipe. Voilà. Donc, c'est pas possible. Et évidemment que les joueurs, le comportement d'hier. Mais moi, je vous le dis franchement, les présidents qui donnent des salaires comme ça à des joueurs et qui gardent leur calme, mais franchement, chapeau. Voilà, moi, je le dis, chapeau. Moi, je descends dans le vestiaire. Je vous le dis honnêtement, quand je donne 5, 6, 8 millions à des joueurs pour se foutre de moi comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Ils font le plus beau métier du monde. Ils jouent au football. On leur demande de faire 2 matchs en 5 jours. Et l'autre qui marche, l'autre qui n'a pas envie de jouer, l'autre qui dribble, l'autre qui se regarde les chaussures. Mais c'est possible ça? Non, mais c'est pas possible. Voilà. Moi, Ouais, franchement, j'en peux plus de. Faire une Je vous dis. Hein? Tu vas nous faire une attaque, Non, calme-toi. mais ouais, c'est vrai. Mais, non, mais moi, non, mais je vous jure que vous savez pas ce que je ressens quand je regarde ça. Des mecs qui touchent. maintenant. C'est Ouais. un truc de malade pour moi. Non, Qui mais jouent juste au football.
Mais Yacine, par ce coup de gueule que je comprends et qu'on comprend tous, je pense, il y a une question aussi, Nico, c'est au-delà de ce qui n'a pas marché hier, des problèmes de compo, c'est cette incapacité du PSG à aligner deux prestations abouties d'affilée aussi qui ressort. Parce qu'on n'a pas vu ça depuis combien de temps? Depuis le début de l'ère Touré, il me semble. Moi, il me semble pas avoir vu ça sinon depuis très longtemps. Ouais, bah, moi, je vais pas rester. En fait, Yacine me fait un petit peu peur. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. C'était sympa. Je vous écouterai avec plaisir, mais je vais vous laisser, hein. Là, on était dans Faites entrer l'accusé, là. Ah, en plus, Yacine, il nous l'a bien fait à l'ancienne, parce qu'on discutait un peu avant l'enregistrement. Il avait l'air vraiment détendu, vraiment cool. Et en fait, bam! Ah là C'est là, le Eh, piège! il est vicieux, hein, Yacine. Hein, il est vicieux. Ouais, je comprends qu'il soit énervé, parce que c'est vrai que alors, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit avec Mousse et aussi avec Yacine, parce que moi, je pense qu'il y a quand même il y a de la fatigue, moi, je pense, sur ce match. Elle n'est pas que physique, elle est mentale. Mais il y a aussi physique, je pense que, et ça, c'est ce que dit Yacine, depuis le début de la saison, on sait que le Covid a vraiment plombé la préparation et que cette équipe, elle est juste pas capable aujourd'hui d'enchaîner 2 matchs à haute intensité. En plus, elle ne le fait jamais, ce match à haute intensité en championnat. Là, ce qu'on a vu au Barça, même si ça reste il faut évidemment prendre en compte l'adversaire et tout ça, mais c'était un gros match. Et c'est logique, après un match de Ligue des Champions, d'être fatigué, d'avoir une décompression mentale. Et même en championnat, si t'es pas actuellement dans une position où tu te balades, bah, cette attitude-là, elle est assez compréhensible. Après, là, Yacine a raison, c'est que, la composition n'est vraiment pas bonne. Il y a un déficit de créativité qui est terrible et qui est d'autant plus fort que les trois de devant nous donnent un match qui est vraiment dégueu, dégueu. Voilà. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de contre-pressing, il n'y a pas de proposition sans ballon, il n'y a pas de jeu avec la balle dans les pieds. Tu as des milieux qui ne sont pas capables en plus de venir se greffer à cette animation offensive. Donc on a eu effectivement ce genre de bouillie, mais c'est pas surprenant, encore une fois, que le PSG soit pas capable d'enchaîner parce que cette équipe, physiquement, va jusqu'au mois de juin traîner ce boulet et que tu vois la différence hier entre une équipe qui a eu une semaine de repos pour préparer un match et puis une autre qui a eu un match de Ligue des Champions au milieu. Donc, tu as quand même ce déficit qu'il faut prendre en compte, même s'il n'explique pas les attitudes. Et, euh, et à l'arrivée, donc voilà, pour répondre à ta question, Hugo, cette incapacité à enchaîner, elle est chronique. Et je pense qu'il va falloir se faire une idée que tout au long de la saison, on n'aura pas un PSG capable de faire 3, 4, 5 gros matchs de suite. Et c'est inquiétant parce que quand on voit le programme je crois que c'est début avril, où il y a potentiellement la Ligue des Champions, plus le déplacement à Lyon qui sera enchaîné par la réception de Lille, tu vas avoir justement ces gros matchs qui vont s'enchaîner. Et le PSG actuel ne me semble pas capable de répondre physiquement à tout ça. La seule petite note positive, on va dire, Nico, par rapport à ce que tu dis, c'est que justement, le PSG va encore affronter ses concurrents directs. Donc, pourra Voilà. potentiellement revenir. Ça serait positif s'ils étaient capables de faire des bonnes choses, mais quand tu vois ce qu'on a fait depuis le début de saison contre nos adversaires directs, je crois que Ouais. c'est surtout positif pour Lyon et Lille de savoir qu'ils vont affronter le PSG, hein. Bah, justement, une petite stat avant de te donner la parole, Mousse, c'est le PSG a perdu à 6 reprises cette saison en Ligue 1. C'est une première sous l'ère QSI. Paris n'avait plus perdu autant depuis la saison, donc juste avant, 2010-2011, finissant quatrième avec 8 défaites. C'est pas Mousse, Nico en parlait, le PSG n'a remporté cette saison en Ligue 1 aucun match face aux équipes pardon, du top 4 en Ligue 1, avec un nul pour 3 défaites. Qu'est-ce qu'elle exprime cette stat selon toi? Est-ce que c'est le PSG et finalement en Ligue 1 cette saison est un outsider avec tous les problèmes qu'on connaît, pas de préparation, Covid, etc. Ou c'est aussi ces adversaires qui ont élevé leur niveau cette saison et qui ont su trouver comment concurrencer le PSG tout simplement? Il y a un peu des deux, hein. Bon, déjà, il faut expliquer que Lyon, Lyon n'a pas de Coupe d'Europe, donc ça fait quand même des matchs en moins. Ça peut expliquer aussi leur regain de forme. L'équipe de Garcia elle a l'air de bien tourner avec un milieu très intéressant aussi. Donc, ces derniers temps, ils font des matchs plutôt intéressants. Il leur arrive aussi de faire des accidents. Ils ont perdu la semaine dernière. Mais eux, en tout cas, face au PSG, ils ont été motivés. C'est comme Monaco hier. Ce qu'on a dit de Paris face à Barcelone en disant, voilà, face à des grosses équipes, ils savent se motiver, ils savent mettre de l'intensité, du rythme, etc. Ils le font effectivement parfois en Ligue des Champions et pas tout le temps, le PSG.
Mais en Ligue 1, c'est toujours difficile parce que quand tu enchaînes un match comme tu l'as fait mercredi et que tu as 5 jours de repos, et je suis d'accord avec Nico, hein, il a sans doute aussi un peu de fatigue liée au début de saison, à la non-préparation, etc. Mais si tu n'arrives pas à te motiver contre une équipe comme Monaco, qui est une équipe séduisante avec d'excellents joueurs quand même, hein, Folland, Ben Yedder, je ne vais pas tous les citer, hein, mais c'est pas Dijon entre guillemets, hein, Nico. Mais si tu n'arrives pas à te motiver contre des équipes comme ça va être quoi la suite du championnat? C'est ça, moi, qui m'inquiète, en fait. C'est que, encore une fois, là, c'est ce que je vous disais avant qu'on démarre. C'est-à-dire qu'en temps normal, si tu avais, comme toutes les saisons, quelques points d'avance sur ces équipes-là, bon, tu peux te permettre de perdre un match. On en a parlé aussi en off. Le Bayern a perdu, le Barça fait match nul, Liverpool a perdu. Voilà, et même les grands d'Europe perdent des matchs cette saison, et c'est lié, enfin, c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc voilà, mais ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est de se dire, tu sais que tu n'es pas premier, que tu as un club devant qui fait un peu office de rouleau compresseur et qui perd très peu de matchs. Je parle de Lille, et tu n'es pas capable de te motiver pour te dire, attention, cette année, ça va être plus compliqué que les autres années. Et à la fin du papier, hier, quand Yacine a fait le papier pour le résumé du match, il était un peu pessimiste à la fin de son papier en expliquant que non seulement le championnat va être difficile à avoir, mais peut-être même une qualification directe en Champions League si on continue comme ça. Et en fait, je lui disais, ouais, t'es un peu pessimiste, etc. Et ce matin, en me réveillant, je me disais, non, mais en fait, il n'a pas tort, quoi. Il n'a pas tort. On risque aussi plus que simplement de perdre le championnat. Donc, il va falloir être très, très vigilant et surtout, Pochettino, il va falloir qu'il durcisse un peu le discours. Je crois qu'il n'a pas encore été assez. Et là, je pense qu'il devrait mettre un. Voilà, c'est peut-être sortir quelques éléments qui ne font pas assez d'efforts et en mettre d'autres. Donc, ouais, c'est un peu dangereux quand même. On joue un jeu dangereux. Yacine, justement, comme il disait Mousse, Paris est à 4 points maintenant du leader qui est Lille. Il y a une décompression dans cette Ligue 1, on le disait. Pour l'instant, Pochettino n'a pas trouvé le bon discours, on va dire, la bonne méthode pour aligner des prestations comme ils ont fait comme mardi, parce que les matchs qu'on voit sous Pochettino en Ligue 1, c'est les mêmes qu'on voyait sous Thomas Tuchel. Il y a un travail à faire de ce côté-là, parce que là, comme tu disais dans ton papier, il y a urgence aussi au niveau des points, parce que tu commences à être décroché des 2 premiers de devant. Bah, t'as plus de points de retard sur Lille que t'en as d'avance sur Monaco. Donc il y a quand même un problème, ils sont quatrième. Ça veut dire que la semaine prochaine, tu fais nul contre Dijon, Monaco gagne, ils sont égalité avec toi, tu joues ta place en Ligue des Champions. Parce que, Ce qui est dingue, Yacine, c'est que Monaco a eu des trous d'air cette saison. Et là, tu te dis, ils sont qu'à 2 points du PSG, quoi. mais bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on l'a dit, 6 défaites, c'est énorme. Donc, il y a tout ça qui va commencer à rentrer en ligne de compte parce que tu peux pas passer à côté d'une qualification. Là, on parle même plus du titre. Tu peux pas passer à côté d'une qualification en Ligue des Champions. C'est la catastrophe industrielle, là. Donc, en plus, en année Covid, ça veut dire que déjà, tu as des pertes. Mais si en plus, tu n'as pas l'argent que tu récupères en Ligue des Champions, Là, c'est la catastrophe. Si tu touches au porte-monnaie, à mon avis, les Qataris, ce ne sera pas la même limonade hein, Bien sûr. Donc faire les comptes. voilà, maintenant, effectivement, je pense que, en fait, c'est tout. On l'avait déjà dit quand il est arrivé. C'est toujours compliqué quand tu arrives en cours de saison. C'est pas vraiment ton groupe. C'est un groupe qui avait des habitudes. Il faut essayer de les changer sans trop taper dedans parce que malheureusement, aujourd'hui, on le voit, les joueurs ont le pouvoir et ils peuvent se braquer et vite te savonner la planche, même si tu viens d'arriver. Donc, il faut un peu aller dans leur sens, un peu discuter en essayant d'amener tes méthodes. Tout ça, c'est compliqué à mettre en place. Maintenant, moi, je pense que à l'arrivée de Pochettino, il y a eu un système qui a été mis en place et il y a surtout, je l'ai dit au début, une équipe type qui a été imposée, entre guillemets. Il a voulu enchaîner avec une équipe dans son idée type. Le problème, c'est que, ok, c'est bien l'équipe type, il n'y a pas de problème. Si tu es sûr de ne pas avoir de blessés, si tes joueurs sont tout le temps en forme, pars avec une équipe type, tes 3-4 remplaçants que tu fais rentrer tout le temps à la 83e, il n'y a pas de problème, personne ne va se plaindre. Maintenant, si tu sais que tu vas avoir des suspendus, des blessés, etc., tu peux pas partir avec une équipe type pendant 10 matchs d'affilée et le 11e match te réveiller et te dire, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Donc là, je ne peux pas faire jouer lui il est blessé, lui il est blessé, lui il est blessé, lui il est suspendu. Bon, bah je fais quoi maintenant? Ah, ok, t'as pas joué depuis un mois et demi? T'as fait une demi-mi-temps contre Caen? Bah ok, bah je te lance et tu dois être performant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, je pense qu'il est en train de se tromper. Euh, je sais pas si c'est. Pour moi, c'est pas dans ses habitudes. Maintenant, on l'avait dit aussi,
c'est pas non plus dans ses habitudes parce qu'il a entraîné l'Espagnol, Southampton et Tottenham. C'est pas dans ses habitudes d'avoir des joueurs qui sont entre guillemets titulaires indiscutables. En fait, le truc c'est que on peut me parler d'Harry Kane, sauf que c'est Pochettino qui lance Harry Kane. Tu vois, c'est pas, il arrive, il y a déjà Harry Kane. C'est lui qui le lance, qui sort du centre de formation. Donc, c'est pas du tout le même rapport entre Pochettino et Kane et les autres. Donc là, tu arrives et tu as un Mbappé que tu es obligé de faire jouer et 90 minutes, et même quand il se fout de toi. Voilà, parce qu'hier, c'est foutu de la gueule du monde hier. Donc, tu es obligé de le laisser 90 minutes. Et il y a des joueurs comme ça que tu es obligé de laisser quand il y a Neymar, quand il y a Di Maria. Voilà. Donc, est-ce qu'il doit. Moi, le problème, c'est que comment prendre conscience au moment où tu es en pleine Ligue des Champions et au moment où tu es en difficulté en championnat. Voilà, ça fait 2 mois que tu es là, ça fait 2 mois que tu as un comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, en se disant, bon, maintenant les gars, je crois que vous êtes foutus de moi, vous m'avez pris pour un con, maintenant ça va être comme ça, est-ce que les joueurs vont comprendre ce qui se passe d'un coup? Moi, j'ai pas la réponse, parce que c'est compliqué, un vestiaire, c'est compliqué à gérer. Et encore une fois, on n'est pas dans le vestiaire non plus pour savoir comment ça se passe. Donc nous, on parle de ce qu'on voit sur le terrain. Voilà. Nico, pour revenir un peu sur le match, parce qu'on a fait un peu une analyse sur l'ensemble de la saison du PSG, mais pour revenir sur le match, une petite réaction de Marco Verratti déjà après le match justement, où il explique la défaite. Il dit c'était un match difficile, on savait qu'on jouait contre une bonne équipe, ils ont de très bons joueurs, mais c'est le match qu'il fallait gagner parce qu'on commence à perdre beaucoup d'opportunités de gagner le titre et les autres équipes sont devant. Prendre un but au bout de 5 minutes et un autre 5 minutes après la mi-temps, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. Dans ce qu'on a vu du match hier, Nico, dans le fait que Monaco a eu, on en parlera après du système mis en place par Niko Kovac, mais dans ce bloc compact avec des coulissements, des latéraux assez hauts côté Monaco pour justement contrer le PSG et les prendre dans leur dos, dans le dos de Kurzawa et Florenzi. D'ailleurs, les 2 buts viennent un peu de là parce que le premier but vient d'un centre de Volland et Kurzawa n'est pas au marquage sur Aguilar qui la remet de la tête pour Diop. Et la deuxième, pareil, c'est un centre aussi. Et malheureusement, c'est pas assez suivi et concentré défensivement pour repousser la situation. Mais c'est vrai qu'ils ont montré une inefficacité à trouver des espaces, à chercher des circuits de passe. À Paris, hier, c'était très, très comment dire, inactif, quoi. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur le terrain. D'ailleurs, j'ai le tableau de bord. Hein. Ça peut t'aider, Nico, dans ton explication. Mais Paris a eu 75% de possession de balle, a tiré 10 fois au but, mais pour seulement un tir cadré et 23 centres. Donc ça exprime aussi le fait que Paris a buté longtemps et n'a jamais trouvé les solutions. Oui, mais il y a des matchs comme ça où tu peux passer à côté parce que techniquement, tu n'es pas dans un grand soir, parce que tu n'as pas de réussite, parce que tu as aussi une bonne défense en face. Ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Hier, ce qui est juste ahurissant, c'est que le contexte actuel de la Ligue 1, les joueurs en ont forcément conscience. On avait hier l'occasion déjà de rester au contact de Lille et puis surtout d'écarter une équipe qui devient dangereuse pour la 3e place. Il ne faut quand même pas écarter cette possibilité-là que tu finisses aussi 4e, elle existe. Et en fait, tu commences le match comme quand tu joues contre. Je vais pas le dire. Eh ben non. Je vais dire Metz pour changer. Non, Metz, ils sont 6e de Ligue 1. Lorient, ils étaient 19e. Ou Angers, ou Nîmes, des équipes que tu prends un peu par-dessus la jambe. Et pas ceux que vous avez cités, que je ne citerai pas. Et en fait, moi, c'est ça qui m'embête, parce que tu sais qu'il va y avoir un peu de décompression. Alors, généralement, les matchs après la Ligue des Champions, tu as le premier quart d'heure qui est un peu dur à se remettre en route, parce que voilà, il faut. Mais généralement, ça revient au bout d'un moment. Là, hier, pendant 90 minutes, parce que même après les rentrées de Verratti, Rafinha, moi, j'ai pas vraiment vu une grosse différence dans l'attitude. T'as vraiment pas hier le sentiment de jouer un choc de Ligue 1, quoi. Donc ça veut dire qu'ils prennent ça par-dessus la jambe, ça veut dire qu'ils sont que motivés quand en face, il y a des grands noms comme le Barça, le Bayern ou City. Et ça veut dire que quand on va affronter Lille, Lyon, ou comme quand on a affronté Monaco, en fait, on ne considère pas que c'est un match où tu dois te dépouiller. C'est vraiment inquiétant. Alors, Pochettino, évidemment, gros responsable parce que c'est son boulot de préparer ce genre de rencontre. Mais les joueurs, évidemment que les joueurs, hier, c'est des comportements qui sont à la fois inadmissibles, mais encore une fois très inquiétants parce qu'il ne reste plus que 12 matchs, parce que ça va arriver vite. Et qu'en face, déjà maintenant, ils ont une équipe comme Lille a 2 jokers maintenant. Ils peuvent se permettre de perdre 2 fois des points avant que tu les aies rejoints. Donc, on se met vraiment en danger. Mais c'est vraiment cette attitude qui est gênante. Et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que les joueurs
fasse de la Ligue 1 en fait l'objectif à tout prix, quoi. Tu sens que il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Et je comprends quand Yacine dit que la 4e place, l'accident industriel, il est à prendre en compte. Parce que oui, aujourd'hui, quand tu vois ce que tu as vu hier, il faut se dire que bah, Monaco peut te doubler aussi, hein, il n'y a aucune raison. La chance du PSG, c'est que malgré un parcours vraiment moche, on n'est pas loin. Tu sens que alors, on nous a bassiné sur Lille qui effectivement perd peu de matchs, mais Lille n'est qu'à 4 points. Lyon, qui il y a quelques mois avait le plus beau football d'Europe, a écouté certains, et ben, ils sont qu'un point devant. Donc ils sont 2 points à Lyon. Ouais, 2 points. Donc tu vois, ça reste très compact. C'est ta chance quelque part, parce que en principe, avec 6 défaites en Ligue 1, le titre il est terminé si tu as une équipe qui cartonne, hein. Non, Ça, j'ai dit une erreur, Nico. C'est c'est un point, ouais. moi qui ai mal noté. Mais Pas de souci, t'inquiète. Donc ouais, c'est encore une fois, voilà, c'est cette attitude qu'il va falloir corriger très vite parce que cette attitude-là et cette approche, cette entame de match, cette manière d'aborder les chocs, tu n'iras pas récupérer Lille si tu joues comme ça les 12 derniers matchs, c'est pas possible. Mousse, une petite réaction de Mauricio Pochettino avant que de te redonner la main sur ce match. On lui a demandé les différences entre les matchs à Barcelone et contre Monaco. Et l'entraîneur argentin a répondu: je crois que les matchs sont différents, les compétitions aussi sont différentes pour les joueurs. On avait bien démarré, mais on concède un premier but et Monaco a fait un bon match défensivement. Comme je le disais, on a eu 75% de possession, mais on n'a créé quasiment aucun danger. Ils ont bien défendu avec une ligne de 5, voire 6 défenseurs, et nous, on manquait clairement d'idées, d'allant offensif. On a eu des manques au niveau offensif. On a beaucoup dominé, mais sans réel danger. On n'a pas produit la même chose que mardi. Je prends la responsabilité totale concernant ces choix. C'est vrai qu'on a retrouvé Mousse, et Pochettino est aussi là pour ça. C'est justement ces blocs bas où souvent Paris a une incapacité à contourner Enfin, c'était pas un bloc bas à Monaco, mais c'était une équipe qui a défendu intelligemment. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de la part de Kovac. On reviendra après, mais dès que les espaces se réduisent, on a souvent ce type de prestation du PSG, mais Pochettino a été aussi recruté pour justement bien jouer contre ces équipes qui viennent un peu pour, on va dire, défendre. Je ne vais pas stigmatiser la pression de Monaco parce que j'ai bien aimé, mais voilà, qui jouent un peu bas, quoi, qui attendent le PSG. Ah oui, c'était un bloc très compact. Il y avait, je crois, une première ligne de 3, ensuite il y avait une ligne de 4. Non, c'était très compliqué. Et en plus, bah, c'est pour ça que je pense qu'on est tous d'accord sur la compo de départ et peut-être les choix qu'il aurait dû faire en voyant ça. Parce que, par exemple, un joueur comme Icardi, dans cette configuration-là, il sert strictement à rien, le pauvre. Il n'a pas de ballon, il est cerné de partout. Tu pouvais absolument rien faire. Moi, je trouve qu'il a sorti très tard. Il aurait peut-être dû faire des choix, le sortir plus tôt à la mi-temps, repositionner peut-être Keane vraiment en numéro 9, peut-être un peu plus efficace par ses mouvements, il est dur à prendre, etc. C'est toutes ces choses. Et en plus, quand tu es privé d'un créateur au milieu, sans compter le fait que Di Maria et Neymar étaient donc pas disponibles, si en plus tu mets que des joueurs qui travaillent et un Paredes devant la défense, c'est compliqué de trouver les solutions. Il y avait rien hier, il n'y avait pas de mouvement, pas de rythme. Il n'y avait pas de déplacement des joueurs, tu avais du mal à les trouver. On sait que les qualités de Gay et Herrera, ce ne sont pas celles-ci, celles de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et que dire du comportement de Kylian Mbappé qu'on a encensé mardi soir. Mais hier, ce qu'il a fait, c'est inacceptable, c'est scandaleux. Quand tu as la perte de balle, tu marches comme ça, tu fais même pas les 2-3 pas. T'essayes même pas, tu fais même pas semblant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Mousse, quand tu dis que c'est inadmissible parce que clairement, Niko Kovac l'a dit après le match. L'objectif, clairement, c'était de bloquer Mbappé. Et ils l'ont dit, c'était. J'ai la déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur monégasque. Je vais vous la reprendre parce que je ne veux pas me tromper dans les mots. Voilà. On a préparé ce match comme les autres, les précédents. Notre tactique du jour était claire. On savait que Kylian Mbappé était en confiance. Il fallait tout faire pour éliminer Mbappé. Axel Disasi, Ruben Aguilar, Sofiane Diop et leurs coéquipiers ont livré un grand match et ont bien fait le travail pour limiter ce joueur de classe mondiale. Parce qu'on a vu dans ce 3-4-3, comme tu disais, Mousse, clairement, quand Aguilar était un peu plus haut, il y avait Disasi, mais ça resserrait. Et il y avait même Sofiane Diop au milieu de terrain qui venait aussi pour défendre. Donc des fois, tu avais 3 joueurs sur Mbappé. Donc pour moi, c'est pas vraiment lui qu'il faut cibler, Mbappé. Il a été clairement ciblé. En tout cas, c'est lui à effacer, quoi. Mais moi, je ne parle pas de ça. Que les défenseurs monégasques l'aient bien pris. Oui, évidemment, on l'a tous vu hier. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je te parle de la perte du ballon, son comportement à la perte de balle. C'est ça que tu parlais de quand il avait le ballon. Non.
Non, j'ai bien dit. J'ai bien dit à la perte de balle. Le fait qu'il fasse même pas ce dont parle souvent Yacine, les 2-3 petits pas pour aller gêner une fois que tu as récupéré, une fois que tu as perdu ton ballon, ou pour au moins faire semblant de courir derrière le mec, il l'a jamais fait. À chaque fois que les défenseurs Monaco lui ont pris le ballon dans les pieds, il s'est arrêté net et on le voyait immobile sur le terrain où il marchait, où il râlait, où il levait les bras, où il réclamait une faute. Mais moi, c'est de ça que je te parle. Après, que les défenseurs monégasques ont bien lu le jeu d'Mbappé, c'est pas les seuls. On l'a vu en Ligue 1 combien de fois? Combien de fois on l'a vu essayer d'éliminer, rater tous ses dribbles, etc. C'est pas la première fois. Mais moi, je te dis juste que on sait qu'il est capable de faire quelques efforts Mbappé. Il en a fait mardi. Et on en revient toujours à la même chose. C'est les matchs de Ligue 1, tu as l'impression quand même qu'il s'en fiche un peu, quoi, tu vois, que c'est pas la priorité pour lui et que, encore une fois, et pourtant, c'est quand même son club formateur. T'as quand même, normalement, tous les joueurs sont motivés quand ils jouent contre leur club formateur. Bah là, rien. Moi, j'adore Mbappé, hein, mais sur le match d'hier, moi, j'ai trouvé l'attitude un peu scandaleuse. On va pas se le cacher. C'est pas normal qu'un joueur, on parlait de salaire, etc. Il mérite son salaire, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand même, quoi. Enfin, je sais pas, si tu n'es pas capable de marquer, aide au moins ton équipe à ne pas prendre de but. Tu vois? Ce que faisait, par exemple, Cavani. Et j'en arrête là. Cavani, évidemment que techniquement, parfois, il ratait ses matchs, il ratait des buts tout faits, etc. Mais pourquoi on l'aimait beaucoup, Cavani? C'est quand il n'était pas efficace offensivement, au moins, bah, il faisait tout pour aider ses partenaires défensivement. Et c'est ce qu'on peut reprocher malheureusement à Kylian Mbappé. Yacine, tu veux réagir sur ça? Moi, je voulais te lancer sur autre chose, mais je pense que tu veux peut-être réagir par rapport à ce que tu dis. Enfin, faut pas le chauffer, Yacine. Non, je vais faire court. Il échappe à un carton rouge, parce que sa réaction à la fin, elle est inadmissible. Il faut préciser, parce qu'il est au duel avec Disasi et il lui met un coup un peu dans le pied parce qu'il perd la balle, c'est ça? Ouais, il lui met un coup de pied volontaire. Donc sa réaction, elle est à l'image de son match. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que moi, je veux bien expliquer qu'Mbappé, c'est l'extraterrestre, c'est un futur ballon d'or, c'est de la magie, c'est qu'en France, il paraît que quand on critique Mbappé, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir Mbappé. Ben, c'est faux, parce qu'Mbappé, en fait, il est bon quand il fait ce qu'il sait faire. Voilà. Et ce qu'il a fait à Barcelone, je donne, je bouge, je prends la profondeur. Quand il se prend pour un joueur de football, ben, c'est pas un joueur de football. Voilà. Quand il veut faire les mêmes techniques, c'est pas un mec technique. Et moi, je parle bien de technique de footballeur, je parle pas de technique de youtubeur, hein. Les passements de jambes, les roulettes, tout ça, c'est pas de la technique. Euh, et ensuite, la dernière chose, c'est que tu nous dis, alors moi je rejoins Mousse à 1000% sur le comportement. Hier, il a été inadmissible son comportement. Mais évidemment, tu peux pas le sortir tu peux pas le sortir parce que c'est Mbappé, il faut pas toucher Mbappé. Mais surtout, le problème, c'est que tu es en train de nous dire que quand il y a une équipe qui met en place quelque chose pour te gêner, que tu ne trouves pas les solutions. Donc tu continues à t'entêter à essayer de dribbler 3 joueurs, toi, au lieu de donner et de bouger. Non, mais moi je demande, c'est un footballeur professionnel. Dis-moi les solutions qu'il avait Mbappé hier sur le terrain. Tu as vu des joueurs, toi, tu sais quoi? Je vais te montrer. Il était. Ouais. Icardi faisait pas un appel. Ok, tu sais quoi? Juste dans la minute coach, je vais te montrer 2 séquences où il a le choix de faire autre chose, mais il ne fait pas autre chose. Parce qu'il a décidé qu'il gagnerait le match tout seul. Mais 90 minutes, Yacine. Forcément qu'il n'a pas fait que. Je dis pas qu'il a fait que des bons choix hier. Mais clairement, dans tout le match, tu voyais des fois, il avait le ballon. Il y avait Kurzawa, il proposait pas. Il faisait pas ce qu'il a fait mardi, il dédoublait pas. C'est admissible hier, son comportement. Tu te rends pas compte? Et tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. Les commentaires en général du match, franchement, j'étais à 2 doigts de casser ma télé parce que quand j'entends dire Monaco, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, dans l'équipe, il y a marqué le chef-d'œuvre de Kovac. Non, mais franchement, ce football, je n'en peux plus. Voilà. Je crois que les gens n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer sur les terrains de football. On a des athlètes qui ne font que courir. Alors, je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines et quelques mois, on nous expliquait qu'il fallait Herrera et Gay parce qu'aujourd'hui, on est dans un football de course, d'intensité, de soldats. Mais arrêtez avec ça, arrêtez. On est en train de parler de football. Calme-toi. Monaco, le chef-d'œuvre. Non, mais je le redis et je m'en fous si ça dérange des gens. Il y a eu 15-20 minutes de Monaco intéressantes où ils ont été. Le bloc, il avançait dès que Paris reculait, ils les ont gênés, ils sortaient.
Mais arrêtez de m'expliquer que Monaco a fait un chef-d'œuvre. Ils se sont mis à 2 lignes, alors de 5-4-1, 4-5-1, parce qu'effectivement, ils ont super bien fait l'histoire du latéral, là, qui est une fois à 5, une fois à 4. Bon, ils ont très Ouais. bien coulissé. Et quand par exemple, s'il y a Caio Henrique qui montait d'un côté, Aguilar restait pour défendre. Voilà. Et Mais parfois, ils étaient vraiment une ligne de 5. Ouais, oui, oui, non, mais bien Voilà. sûr. C'est-à-dire Mais qu'ils ont vraiment très bien alterné ça. Les milieux ont fait leur travail, mais ils ont surtout profité d'une équipe qui n'a pas bougé. Il y a encore, là encore, dans la minute coach, je vais montrer des séquences où Paredes a le ballon, Herrera et Gay, c'est deux plots. On dirait que c'était une mise en place tactique. Mettez-vous là, je mets deux plots. Alors quand il y a le ballon qui est là, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais là, on était en match. Là, à un moment donné, il fallait bouger, il fallait proposer des solutions dans les interlignes. Les trois de devant, ils ont dormi. Et je mets un peu Keane en dehors parce qu'il a été plus brouillon qu'à Barcelone. Mais au moins, franchement, dans les efforts, il a quand même été généreux. Après, il n'a pas du tout. Et c'est le seul qui se crée l'occasion, parce que la tête, c'est lui. Bon, elle n'est pas très puissante, mais au moins, c'est. il y a l'action là, aussi où il peut la mettre à Mbappé, là où il contrôle. Et Mbappé, d'ailleurs, n'est pas Ouais, content. Il peut lui mettre. ouais, Et là, décalé, franchement, ouais. je suis d'accord avec Mbappé parce qu'il y a quand même il y a quand même possible situation de but. Ouais, puis Nick, lui, il l'aurait donné. ouais. Nico, je te laisse passer après Yacine. Qu'est-ce que tu veux Ah, dire? c'est sympa. Non, alors, si tu veux, Nico, on peut parler parce que Yass commençait à en parler, même si ça lui a pas beaucoup plu. Mais sur le fait, parce que d'habitude dans le podcast, on revient souvent sur ce qu'a fait le PSG, mais pour expliquer la prestation des Parisiens, il faut aussi revenir sur ce qu'a mis Monaco en place hier, et notamment son entraîneur croate, Niko Kovac. Alors, certes, ça n'a pas plu à Yacine, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça quand même. Je ne parlerai pas de chef-d'œuvre comme Moi, je n'ai pas dit que voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. C'était bien, c'était organisé, je l'ai mis dans le papier. Je sais, justement, j'allais terminer. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je ne dis pas que tu n'as pas apprécié, mais sur les 70 minutes restantes, on en a parlé hier sur le groupe WhatsApp, tu trouvais que c'était quand même un bloc bas compact, bien organisé, mais qui n'a pas proposé grand-chose. C'est en gros ce que tu me disais. On est d'accord. Yacine. Ouais, ouais, c'est ça. Ben oui. Ouais. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a eu les 15-20 minutes où c'était. Voilà, ils ont marqué. Bon, alors après, ils ont marqué très tôt aussi. Bah oui, c'est ça aussi qui a fait la Donc différence. voilà, non, mais En plus, peut-être que le plan. Voilà, peut-être que le plan était un peu plus. Comment on dit, optimiste ou voilà. tu disais Ouais, non, enfin, le plan était peut-être un peu plus ambitieux D'accord. s'ils n'avaient pas marqué, mais le fait de marquer au bout de 5 minutes, oui, peut-être qu'ils se sont dit, bah écoute, eux, ils ne sont pas dans un jour, pourquoi aller chercher plus haut? On est organisé, on n'est pas en danger. Voilà. Peut-être que s'ils marquent enfin, s'ils marquent pas d'entrée, peut-être qu'ils vont chercher autre chose, hein. Voilà, aussi. Peut-être qu'il se découvre un peu plus. Nico. Nico Kovac, voilà, qui a le même prénom que toi, mais avec un K. A compris en tout cas comment contrer le PSG parce que, en plus, on le disait mardi, Yacine, tu disais quand un coach met quelque chose en place et que c'est respecté, c'est quand même parfait pour lui. Hier, ce qu'il a mis en place, même si c'était pas séduisant pour certains, il a complètement remporté son duel tactique avec Pochettino. Nico, une équipe monégasque qui est organisée en 4-5-1, mais on l'a vu que ça suivait quand il y avait des joueurs à prendre, etc. Il y avait un déplacement, c'était bien organisé. Il y avait beaucoup de rigueur tactique défensive, il y avait des gros efforts en équipe. Et il faut quand même de la concentration pour suivre le marquage, suivre avec acidité les replis défensifs. Et aussi, il y a la doublette au milieu. Je pense qu'il t'a séduit aussi. Enfin, Fofana, Chouameni, c'est quand même on va dire, un milieu de terrain un des plus intéressants en Ligue 1 cette saison. Parce que dans le volume de jeu, dans ce qu'ils apportent à Monaco, c'est quand même assez intéressant. Et Et Monaco est 4e de Ligue 1 à 50. oui, non, mais je rigole, Hugo, mais encore une fois, c'est. Vas-y. Monaco, c'est la deuxième équipe qui marque le plus de buts cette saison, des 5 grands championnats. Il n'y a que City qui marque plus. Donc, c'est pas qu'une équipe qui sait défendre. Voilà. C'est pour apporter de l'eau à mon moulin. Allez, je te laisse, Nico. Sauf qu'hier, effectivement, ils n'étaient pas venus attaquer. Je crois qu'ils ont tiré 5 fois au but. La dernière équipe qui avait aussi peu tiré, c'était Montpellier, qui avait joué 75 minutes ou 80 minutes à 10. Et je vous rappelle qu'on était sur des matchs où les adversaires du PSG, c'était entre 15 et 20 tirs à chaque match. Donc c'est quand même juste pour donner un ordre de grandeur de la volonté offensive de cette équipe de Monaco. Ils se sont très très peu projetés à l'arrivée. Alors effectivement, le fait de marquer très vite, ça a changé peut-être les plans, mais à l'arrivée, ça reste un match défensif, très défensif. Et je vais vous dire une chose, ce genre de match, on en a vu combien au parc depuis quelques années? Les gros blocs où tu n'es pas capable de les déstabiliser parce que tu joues sur un faux rythme et que tu attends un exploit individuel d'un Neymar ou d'un Di Maria. Ce genre de match, on en a vu énormément. Et hier, c'est le même en fait. Alors Monaco l'a mieux fait que d'autres, c'est évident. Mais on a été moins transpercé dans le jeu que contre Lorient, par exemple. Il n'y a pas photo. On a été moins gêné dans le jeu que contre Nice lors de la deuxième mi-temps où pendant 20 minutes, on prend le bouillon total. Donc ce qu'a proposé Monaco,
C'était solide, c'était cohérent, mais ça ne pouvait pas marcher sans un PSG complètement complice de ce plan. Les 2 buts, c'est des 2 fautes défensives, que ce soit sur le premier avec le bloc qui coulisse à une vitesse mais monstrueuse. Enfin, on coulisse à 2 à l'heure, on n'est pas au marquage. Kimpembe se retrouve arrière droit, on ne sait pas pourquoi. Kurzawa, alors on va en prendre à Kurzawa, mais ils sont 2 dans son dos, donc il ne peut pas prendre les 2. Enfin, le premier but de Monaco, il est vraiment pour la défense du PSG. Le deuxième, c'est une passe décisive d'Herrera. Donc, ce plan de Monaco, encore une fois, il n'est pas dingue. Il est juste bien réalisé. Voilà, c'est très bien réalisé, effectivement, parce que tu as le physique, parce que tu as des joueurs très disciplinés, tu as une volonté surtout de travailler ensemble que le PSG n'avait pas hier. Mais ce match-là, le PSG le perd plus que Monaco vient le gagner, franchement. Et je sais ce qu'on va nous expliquer, qu'on est des mauvais perdants, qu'on n'est pas capable de reconnaître la force des adversaires, mais enfin, moi, j'ai pas été subjugué par Monaco. Et puis, alors, ce qui est dingue, c'est que depuis hier, j'entends partout que ce Monaco-là, ils en auraient passé 6 ou 8 au Barça. Encore une fois, c'était un. Même moi qui défends Monaco, j'aurais pas dit ça non plus. Eh ben ouais, il y en a qui t'expliquent que ce Monaco-là, c'est meilleur que Barcelone et que voilà pourquoi Paris perd. Non, ils ont été dans un schéma qui a parfaitement été. Alors, je sais pas s'il a ciblé ça, Kovac. Est-ce qu'il s'était dit, voilà, on va jouer contre une équipe qui fait pas beaucoup d'efforts, qui n'en fera pas contre nous parce qu'ils viennent d'en faire contre le Barça. S'il a effectivement ciblé ça, bravo à lui. En tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Tu as une équipe qui court pas. Quand tu cours pas, tu peux pas déstabiliser 10 mecs qui défendent. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Yacine, avant que j'interroge Mousse. C'est juste pour dire que le truc, c'est que je pense qu'il a aussi piégé, entre guillemets, Pochettino, parce que Monaco, c'est le premier match réellement qu'ils font comme ça. Depuis le début de saison, c'est une équipe, je l'avais mis dans le papier, mais bon, on les a vus aussi, et je pense que Hugo, tu les as vus aussi pour le Club des 5 et tout. C'est une équipe qui est en mode Bundesliga, qui est capable d'en prendre 3 et d'en marquer 5. Beaucoup de déséquilibre, ouais. Voilà, et on a vu des matchs contre Lorient, contre même Nîmes. La défense prend de l'eau pendant 20 minutes. Lecomte ne pas être dans son match, enfin, coûter des buts. Donc, justement, c'est ce Monaco-là qu'on attendait, entre guillemets. Mais ce Monaco-là s'est fait ouvrir à Lyon, parce qu'à Lyon, ils font une très bonne première mi-temps, mais il y a 3-0 à la mi-temps pour Lyon. Ouais. Ils sont là meilleurs qu'eux dans le jeu que les Lyonnais. Hein. Oui, ils ont des occasions, mais ils prennent 3 contre 3 buts. Mais... voilà, et ça leur a. Vas-y, je te laisse terminer. Vas-y. Et ça leur est arrivé donc plusieurs fois dans la saison, dans les gros matchs. Et je pense qu'il s'est dit, en voyant en plus, comme par hasard, le match de Barcelone mardi, si on joue comme on fait d'habitude, on y va, on attaque pour marquer des buts, on va se faire ouvrir. Donc, pour une fois, on va y aller pour prendre des points en étant plus bas, plus costaud, en fermant les espaces pour pas qu'Mbappé prenne la profondeur, etc. Donc, je pense que le plan, il était réellement bien. Et il s'est goupillé comme il fallait avec ce premier but d'entrée qui te permet d'être bien dans ton plan. Parce que c'est toujours pareil, là, le chef-d'œuvre. Si Paris marque en premier et que tu gagnes 2-0, tout le monde aurait dit aujourd'hui quoi? Parce qu'évidemment, c'est le résultat qui compte. Tout le monde aurait dit, ouais, mais Monaco, ça fait 3 mois qu'ils jouent en mode Bundesliga, et là, ils viennent au parc, et ils mènent 2-5, et ils jouent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Ouais. Mais justement, du coup, Mousse, alors est-ce qu'il a pas, il a pas justement bien fait d'adapter cette tactique, Niko Kovac, parce qu'il savait que sinon il allait se faire ouvrir avec un Mbappé qui avait été en forme mardi, et donc il a choisi ce système un peu plus défensif et une rigueur défensive de ses joueurs. Moi, je pense qu'il a sans doute joué contre nature. Faut déjà rappeler pour ceux qui ne le savaient pas, je pense qu'il y en a très peu. Kovac était l'entraîneur du Bayern Munich. Je pense qu'un club comme Monaco, s'ils ont l'ambition de faire venir un entraîneur comme Niko Kovac, c'est surtout pour essayer de retrouver le podium et une qualification en Ligue des Champions. Ça tombait bien pour Kovac parce que c'est le match d'après Ligue des Champions. C'est un bon entraîneur. Il sait que les joueurs, ils décompressent. Il savait tout ça. Et moi, je pense que, comme je vous le disais avant de démarrer, il a construit son équipe pour d'abord ne pas perdre. Les buts, c'est du bonus. Et évidemment, ce qu'ont dit Nico et Yacine, ils ont raison. Le fait qu'ils aient marqué vite, pour eux, c'était du pain béni. C'est après, on sait que Paris, c'est très difficile quand ils courent derrière le score. En plus, quand il a vu le début de match, il s'est dit, Paris, ils ne sont pas dans un grand soir, ils n'ont pas de milieu. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il a dû, comme base de travail, il a dû se servir du match de mardi dans la vidéo pour analyser cette équipe du PSG. Et on l'a toujours dit, le milieu parisien à Barcelone, on l'avait expliqué, il n'a pas été trop gêné. Paredes, il était plutôt dans un fauteuil, il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Et ça, Niko Kovac, il l'a bien compris.
Alors déjà que tu es privé d'un créateur comme Verratti, il savait que c'était un milieu qui était plutôt, voilà, qui n'était pas super technique, qui aurait du mal à jouer vers l'avant. Donc le contre-pressing, il a été super bien effectué. C'est-à-dire ils n'ont pas laissé. En fait, ils ont obligé Paris à jouer vite. Et quand tu obliges Paris à jouer vite, bah, parfois tu fais n'importe quoi. Et c'est pour ça que Paredes, Gay, Herrera, déjà, c'est pas les qualités de Gay et Herrera, c'est plus la qualité de Paredes d'essayer de casser les lignes. Mais on ne l'a pas laissé faire hier. On l'a pas laissé faire. Et pourtant, lui, il était devant la défense. Et on a toujours dit aussi que Paredes, plus il est bas, plus il a le jeu devant lui, mieux c'est pour lui. Et Mais comme ça, pour Oui, Paredes, mais les deux. il n'y a pas de solution, en tout cas d'appel. Là, du coup, un joueur comme Paredes, malheureusement, il peut pas faire parler sa qualité de passe, quoi. Il sert pas en fait hier. En fait, il y a eu les deux. C'est-à-dire que Paredes était un peu bas. Il est devenu un peu trop souvent très bas. Et il a été gêné, en fait. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que le plan, c'était de gêner la première relance de Paredes parce que, notamment Tchouaméni, qui est venu souvent juste cadrer. Ouais, il montait quand même très haut en Fofana Tchouaméni pour les empêcher. Voilà, mais en cadrant, c'est-à-dire qu'ils n'allaient même pas récupérer le ballon, c'était juste l'empêcher de trouver cette passe profonde. Mais en plus d'être gêné par les défenseurs monégasques, dans la ligne des milieux monégasques, il n'y avait aucun joueur parisien qui demandait, ce que fait Verratti par exemple. Donc, non seulement il est gêné, mais il n'avait pas de solution. Donc, qu'est-ce qui se passait? Hop, on remettait à Marquinhos, on remettait à Kimpembe, ça repartait dans une conservation inutile. Enfin, voilà. Et parfois même, ça pouvait même te mettre en difficulté parce qu'il y a eu des pertes de balles Ben oui. dans ce secteur de jeu. Donc ouais, il a bien analysé le match, l'ami Kovac, et il a su mettre en difficulté. Après, moi, je rejoins mes camarades. C'était pas non plus un grand Monaco. Offensivement, ils ont quasiment rien proposé. Hein. Les deux buts viennent de quasiment deux erreurs. Le premier, tu as un peu le Kurzawa qui lâche un peu le marquage, tu as Gay qui est un peu en retard. Le deuxième, il l'a expliqué Nico, hein, c'est surtout, on n'a pas compris la passe décisive d'Herrera, alors que parfois, il ne faut pas s'embêter. Quand tu sais que tu n'es pas bien, bah, mets un pointu et dégage là, toi, te prends pas la tête. Cette idée toujours d'essayer de repartir proprement, tu n'étais pas dans une bonne configuration. Donc, il y a eu toutes ces petites choses-là ont fait que, voilà, Kovac, il a bien compris, il a changé ses habitudes de jeu, il voulait surtout ne pas perdre, il voulait recoller au trio de tête. Mission réussie pour Kovac. Je crois, comme l'a dit Yacine, qu'on ne le verra pas souvent jouer comme ça. Peut-être que s'il avait fait ça contre Lyon, bah, il aurait peut-être eu le même résultat. Et voilà, hier, il a bien compris qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il avait fait contre Lyon. Bah, il a adopté pour un autre plan de jeu. Et malheureusement pour nous, Pochettino n'a pas su s'adapter à ça. Et quand on a vu Verratti s'entraîner à la mi-temps, on s'est dit, bon, il va faire des changements. Malheureusement, il a attendu de prendre le deuxième but juste après le truc pour faire le changement, mais c'était trop tard. Et quand tu rentres dans une équipe où tu perds 2-0 et une équipe qui a quasiment rien fait pendant 50 minutes, bah, c'est difficile d'être au niveau. Et effectivement, là, je rejoins Nico, les entrées de Rafinha et de Verratti, bah, ça n'a quasiment rien changé. Et pourtant, tout le monde sur les réseaux a réclamé leur arrivée. Mais moi, je ne leur en veux pas à ces deux joueurs. C'est compliqué d'arriver, tu perds 2-0, l'équipe, elle ne tourne pas, certains marchent. Bon, bah, tu rentres dans le mood, en fait. C'est ce qui s'est passé. Ouais, Mais après, Pochettino, il l'a dit, Verratti, il ne pouvait pas jouer plus de temps de jeu que ça. Donc, il ne pouvait pas rentrer à la mi-temps. Il était. Sans doute, hein, alors, mais tu avais oui, d'autres solutions en entrée. Parce qu'il a dit du bien de Draxler après Barcelone. Il en a dit du bien. Tout le monde l'a entendu. Donc, c'est étonnant de. Bah oui, ça d'accord. Ça, d'accord. C'est étonnant de ne pas le remplacer Moi, je l'aurais même par Draxler. Bah oui, c'est ce que je te dis. Ouais, C'est pour ça et voilà, exactement, c'est ça. deux choses. La première, sur Verratti, je le montrerai. Bah, alors, pas encore une fois, je ne vais pas faire une séquence de 45 minutes. Hein. Mais son entrée, elle change. Elle change quelque chose parce que dans le jeu vers l'avant, sur déjà les 10 minutes où il rentre, il y a un changement d'attitude dans le jeu vers l'avant de Paredes pour trouver justement Verratti. Et il y a Verratti qui, par exemple, à un moment donné, fait une ouverture sur Icardi, mais Icardi est repris en vitesse. Il y a un changement quoi qu'il arrive. Alors, il n'est pas flagrant, mais il y a un changement. C'est ça. Moi, j'aimerais comprendre. C'est que c'est pas assez flagrant. Évidemment qu'il a réussi à mettre des passes vers l'avant, etc. Mais sur la physionomie du match, sur la globalité du match, ça n'a pas changé grand-chose parce que c'était trop tard de toute façon. Voilà. Et c'est pour ça que je vais aller sur le deuxième truc. C'est que, ok, Verratti, il n'est pas prêt à jouer. Alors pourquoi tu prends le risque de le faire rentrer à 2-0?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire. Je mets mon meilleur joueur, on verra bien, j'attends quelque chose. Mais arrête, il n'est pas prêt à jouer. Eh ben, il n'est pas prêt à jouer. Tu t'es mené 2-0, fais rentrer Draxler, laisse Verratti sur le banc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, t'imagines, Verratti se blesse à 2-0. Parce que s'il y a 0-0, tu peux encore dire, il y a le titre à aller chercher. Verratti, à un moment donné, il doit jouer. Là, tu le fais rentrer à 2-0. Imaginons Verratti se blesse au mollet sur cette rentrée-là à 2-0. Mais t'es encore plus ridicule. C'est-à-dire que non seulement tu l'as pas mis, tu l'as fait rentrer à un moment donné où c'est pratiquement terminé, et en plus, ton joueur il va se blesser, donc tu prends le risque de le blesser. Mais soit tu le fais rentrer à la mi-temps, soit tu le fais pas rentrer à 2-0. Arrête. Il y a Draxler, il y a Rafinha, comme tu as dit, voilà. À mon avis, Yacine, il a dû espérer une égalisation en entrée de deuxième mi-temps et peut-être même la réflexion était de se dire si on égalise, je ne fais pas rentrer Verratti. Oui, mais justement, tu le fais rentrer à 2-0, c'est encore pire. Bah oui, je sais. Ouais. Je pense que dans son esprit, il ne voulait pas l'utiliser hier soir. Vraiment. Petite stat sur l'AS Monaco hier, Monaco qui est la première équipe à avoir remporté ces 2 rencontres face à Paris au cours d'une même saison en Ligue 1 depuis 2011-2012. Vous vous souvenez, c'était quelle équipe qui avait gagné ces 2 matchs contre Paris en 2011-2012? C'était pas Montpellier, c'était pas le Montpellier, non, c'était pas l'année du titre de Montpellier, ça. Non, c'était l'AS Nancy-Lorraine. Ouais. Voilà, 6 prods, 6 piques au chardon. Voilà, donc, c'était l'AS Nancy, évidemment le club de Marie. Il défend sa région. Les plus graignés, les Gabanons, c'était. Ah, c'était pas le but de Calvé. Ouais, j'ai pas. Alors là, ah ouais, je crois que c'était un but de Jean Calvé. Il a disparu depuis. Mais en tout cas, c'était la dernière équipe, donc ça fait quand même 9 ans. Nico, pour revenir un peu sur la prestation des Monégasques, Ben Yedder a réagi après le match. Et justement, tu en parlais tout à l'heure sur ce déficit physique des Parisiens. Et il a expliqué hier qu'ils avaient insisté dessus, que c'est ce que Nico Kovac leur avait demandé. Je te donne sa réaction de Wissam Ben Yedder. C'était un très bon match de notre part. On a été costaud physiquement. Et on savait que d'un point de vue athlétique, ils avaient joué contre Barcelone et fait un gros match. On savait qu'ils allaient avoir un petit pépin physique, on va dire. On a essayé de jouer le match à fond. C'était aussi un match important pour eux. Nous, on essaie de construire ce qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, on avait besoin de gagner. Ça n'a pas été facile parce qu'on a beaucoup couru. Au final, c'est bien pour tout le monde. Mais voilà, Ben Yedder qui parle un peu de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'ils ont insisté sur le fait des Parisiens qui, à un moment, ils allaient avoir un creux physique. Et Monaco, eux, étaient bien préparés, on va dire, et avaient une semaine complète pour bosser sur le match. Ouais, mais après, encore une fois, ça peut expliquer ton manque d'intensité sur des périodes du match, mais pas son comportement global. Toi, moi, un match comme ça, quand j'en veux, moi je le vois déjà, je joue contre mes potes, j'ai un match comme ça, genre, je pars pas du terrain sans en avoir attrapé un, je te le dis, hein, ça m'énerve un match comme ça. Là, tu n'avais même pas de révolte, tu n'avais rien, tu avais une espèce de lassitude globale. Après, ce qui est décevant sur un match comme ça, c'est que si tu es intelligent, si tu vois qu'effectivement, tu n'as pas les clés pour faire du jeu, dans ce cas-là, tu fais reculer ton bloc et puis tu les prends à leur propre piège, les Monégasques. Moi, je ne comprends pas que le PSG ne se mette pas sur du bloc bas de temps en temps. On a des capacités de contre monstrueuses. On s'entête sur un jeu de possession où on n'a pas d'espace. Hier, on aurait pu jouer 3 jours, on n'aurait pas marqué un but. Hein. C'était terrible. Il n'y a rien hier. Tu n'as rien parce que tu n'as pas de vitesse. Et puis, comme on l'a dit, tu bloques Paredes, donc ta première relance, elle est complètement bloquée. Alors, elle est bloquée parce qu'il est cadré et puis surtout parce que devant lui, il n'y a aucun milieu qui est capable de donner des solutions de passe. Tu as un jeu sur les côtés hier qui est... je ne vais même pas mettre un nom à la prestation tellement c'était vilain. Une qualité de centre. Vous parliez d'Icardi, il ne servait à rien. Mais Icardi, il sert sur un match comme hier, mais il faut lui mettre des ballons. Les centres, Icardi les a regardés passer pendant 1 heure au-dessus de sa tête, donc forcément, il ne peut rien faire. Et tout ça combiné, mais ce que je vous disais, on l'a vu 50 fois ce match. Tu n'as pas d'espace et puis tu es bloqué parce que tu n'as pas de vitesse dans le jeu, parce que tu es complètement prisonnier de cette espèce de possession. Alors que si tu recules le bloc de 20 mètres, tu laisses le ballon à Monaco, tu lances 2-3 longues patates devant pour leur donner le ballon et puis pour les obliger à jouer. Et puis tu vas créer plus d'espace. Le souci, c'est qu'en étant mené 1-0 au bout de 5 minutes, tu peux même pas t'ajuster comme ça, quoi. Parce que Monaco, du coup, ils ont plus envie de sortir. Donc c'est vraiment, on est passé hier à côté du début à la fin sur tout ce qui est possible de rater. Dans l'expression collective, dans les intentions, dans la technique, dans la préparation, dans le choix des hommes. Tu peux tourner dans tous les sens. Il n'y en a pas un hier. Bah, il y a peut-être Marquinhos qui sort un peu du lot par rapport aux autres. Mais même Yann Navas, il ne fait pas d'arrêt au moment où il doit les faire. On ne va pas lui reprocher. Mais même lui, hier, il n'est pas. Pas grand-chose.
Non, il peut pas faire grand-chose. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que il t'avait habitué à te sortir voilà, un ballon. exactement. Tu étais habitué à ce que Navas il te sorte les 1 ou 2 arrêts qui te changeaient un petit peu la physionomie du match. Hier, il ne les fait pas. Et puis, tu es battu encore une fois logiquement, mais c'est là où c'est frustrant, c'est que tu es battu par une équipe qui fait rien de dingue, quoi, qui a juste ciblé tes faiblesses et puis qui t'a donné un beau piège. Vas-y, rentre dedans les deux pieds en premier. Alors nous, on a boum, les 2 pieds dedans en direct. Et puis derrière, bah, tu peux rien faire, quoi. Mais c'est pas encore une fois un match surprenant parce on en a vu mais énormément des matchs comme ça. Et puis bah, dès samedi à Dijon, ce sera le même match, hein. Tu vas avoir une équipe bloc super bas. Et puis si tu n'es pas capable de mettre de la vitesse dans ton jeu et puis d'avoir des décalages, bah, tu auras les mêmes problèmes. Contre ton équipe préférée samedi prochain, ça va être beau, Nico. En équipe de cœur, même. En équipe de cœur, même. Ouais. Prochain match du Paris Saint-Germain, samedi prochain contre Dijon, à 17h au stade Gaston Gérard. Dijon qui a perdu 2-1 contre Lens. Lanterne rouge, hein, à 8 points du barragiste Lorient. Donc là, d'habitude, tu te fous un peu de leur tronche à Dijon, mais pour le coup, là, ils sont dans une situation très, très compliquée, Nico. Donc on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le podcast. Moi, personnellement, je regardais mon petit conducteur. Je vous ai posé toutes les questions que je vais vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur une projection, il y a le mousse ou quelque chose un commentaire à faire? Vas-y, Mousse, vas-y. Non, ouais, en fait, est-ce que après être mené 2-0, est-ce que tu avais des solutions sur le banc pour essayer de faire évoluer le score ou changer? Je suis même pas sûr. Au milieu de terrain, on avait besoin d'un joueur justement qui crée ce lien pour essayer de trouver les attaquants. Donc, il fait rentrer Draxler tard. Verratti, il rentre, mais bon, comme on l'a dit, évidemment, il y a eu un petit peu mieux, mais ça n'a pas changé la physionomie du match. Et moi, je m'interroge aussi sur les jeunes qui sont dans le groupe de plus en plus. On voit Michu, Simon, tout ça, mais on les voit jamais. On les voit jamais. Et peut-être que parfois, dans ce genre de match, c'est vrai que c'est difficile quand tu perds 2-0 de faire entrer les petits jeunes. Je peux comprendre. Je ne vais peut-être pas parler spécialement de ce match-là, même si honnêtement, mais ça, Nico, il en parlera mieux que moi parce qu'il connaît il connaît bien le joueur et qu'il a vu évoluer à Versailles. Mais moi, le petit Michu, le peu que j'ai vu au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui sait conserver le ballon, etc. Alors, c'est léger pour le faire rentrer contre Monaco, attention. Là, hier, face à Tchouaméni Fofana, qui est quand même très, très difficile. Évidemment, oui, c'est ce que je dis. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est globalement, c'est pas uniquement sur le match d'hier, c'est que tu les fais venir dans le groupe, mais tu leur donnes peu de temps de jeu, voire pas du tout. Même quand tu gagnes, etc., c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre pied, qu'il faut les faire rentrer. Tu mènes 1 ou 2-0, ce n'était pas le cas hier, évidemment, mais sur d'autres matchs. Et du coup, vu qu'ils ont très peu de temps de jeu, lorsque tu es en difficulté, il te manque des joueurs, bah, tu te dis, je ne peux pas faire appel à lui parce que je ne l'ai pas fait jouer, il n'a pas assez de minutes en Ligue 1, etc. Donc, je me dis, il va falloir quand même un peu les faire rentrer dans la rotation quand c'est possible et quand l'adversaire te le permet. Alors évidemment, encore une fois, hier, c'était un peu plus difficile, mais un joueur comme Michu, il faut lui donner du temps de jeu parce que moi, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant au milieu. Il a un côté, peut-être je vais me faire insulter, mais il a un petit côté Verratti que j'aime bien dans la protection de balle, etc. Mais encore une fois, Nico, il en parlera mieux que moi. Voilà. Il était pas sur le banc hier. Ouais, déjà, hier, il n'était pas là. Non, mais en plus, c'est léger encore, hein, Mousse. Franchement, bien sûr, ne serait-ce que physiquement, c'est des joueurs qui sont encore en train de se développer. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu mènes 3-4-0 sur des matchs de Ligue 1, tu leur offres 5-10 minutes de temps en temps pour qu'ils se frottent un petit peu à ça. Mais ça ne peut pas être ta solution sur un match comme hier. Il fait un peu penser, il a un peu le même physique que Riqui Puig au Barça, quoi. Voilà, vraiment petit oui, il fait vraiment enfant, enfin gamin, etc. Mais par contre, balle au pied, techniquement, ça a l'air d'être un joueur intéressant. Donc, il faudrait commencer quand c'est possible. Et évidemment, pas hier, parce que de toute façon, il serait fait manger comme tous les autres. Mais c'est dommage qu'on ne les voit pas un peu plus souvent parce que ça peut t'offrir des solutions à la fin. Tu as 10 minutes, il te reste 10 minutes, tu les fais rentrer, tu leur donnes un peu de temps de jeu. C'était plus là-dessus, mais évidemment que hier, de toute façon, on a vu les changements. Danilo, etc. Bon, voilà. Danilo, à un moment, il a fait un râteau là, pour tirer après l'enchaînement avec la frappe du gauche qui passe. C'était un essai. C'était un essai. C'est pas cette... je l'ai senti venir, tu vois. C'est pas celle-là le pire, c'est la tête. La tête dans la surface qui a failli partir au poteau de corner. Non, mais il faut regarder le geste. Non, mais moi,
Non, mais après, je dis, tu sais, en fait, déjà, on va dire, ouais, Yacine, c'est Je crois, trop. je crois que si je lance Yacine sur Danilo Pereira, c'est la cerise sur le gâteau. Là. Ouais, Faut faire une spéciale. arrêtez. Bon, Mais, Yacine, un petit non, commentaire peut-être, pour ouais, en terminer le fait, podcast. je pense que réellement, ce type de match qu'on a déjà vécu, etc., il doit faire prendre conscience au club de la politique sportive qu'il faut mener. Tu vois? Parce que, en fait, tu ne peux pas avoir une équipe aussi alors, fluctuante dans la motivation parce qu'il y a des joueurs qui trichent. Pour moi, ils trichent. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, tu peux pas avoir autant de différence parce que finalement, quand je pense, bon, c'est mon avis, hein, que Pochettino continue, enfin, insiste avec Florenzi, alors que nous-mêmes, on sait qu'il n'est pas capable d'enchaîner. Et c'est pas de cette année, c'est-à-dire que nous, enfin, on n'a rien inventé du football. Florenzi, ça fait depuis ses grosses blessures qu'il n'est pas capable d'enchaîner. Tout le monde le sait. Donc, c'est un très bon joueur quand il est en forme, mais enchaîner tous les 3 jours, c'est dur pour lui. Euh, et je pense que aujourd'hui, en fait, Pochettino, il est pris entre, tu vois, par exemple, quand il est à Tottenham, arrière droite à Aurier Roberti. Ah, voilà, enfin, quand lui, il était à Tottenham, ouais, qui Et était pas Rose, non? Rose, Non, Danilo, c'était à gauche. ouais, ah, enfin bref, tu as deux latéraux de même niveau, donc tu peux en mettre un ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Au milieu, c'est pareil. Tu vois, tu as des joueurs, tu as un groupe homogène où tu peux intervertir un joueur par un autre. En fait, là, il y a trop de aujourd'hui, franchement, au PSG, il y a trop de différence entre les postes clés et les autres. Si tu veux jouer avec des latéraux, on l'a vu, hein, Kurzawa, Bakker, moi je veux bien, comme d'habitude, hein, l'enflammade habituelle. Kurzawa a réussi. Alors, réussi. Écoutez bien, 2 matchs sérieux, pas bon, sérieux. Et en fait, il y a des mecs qui ont commencé à dire alors, ils sont où les mecs qui parlaient de Kurzawa? Attendez, mais vous êtes fous, quoi. Franchement, vous êtes devenus fous. ah, Non, Yacine, c'était c'est l'état Tripacker. d'esprit, tu Mais vois. oui, mais c'est ça le problème. Et le truc, c'est qu'en plus, il y a quand même une différence entre Kurzawa et Baker. Donc en fait, je ne comprends pas que Pochettino ne fasse pas plus tourner, mais en même temps, je le comprends un petit peu dans le sens où il y a trop d'écart aujourd'hui entre les joueurs. Tu vois, tu t'enlèves Verratti, tu peux plus sortir un ballon. Bah, juste une dernière chose. Moi, ce week-end, j'avais un débat avec mes frères et sœurs, etc., qui sont aussi fans du PSG que moi, et ils me posaient la question sur Messi. Voilà, donc regardez-moi bien, Youssef et Leïla, écoutez-moi bien, hein. C'est spécialement pour vous. Et ils me disaient, ouais, Messi au PSG, mais j'ai dit non. Moi, j'ai dit personnellement, euh, alors Messi, c'est bien, en Ligue 1, il va nous faire des choses de dingue. Même moi, je vais me lever de ma chaise et je vais kiffer, etc. Mais est-ce que dans le projet sportif du PSG, faire venir quelqu'un comme Messi à 33 ans, il y a beaucoup moins de certitude qu'il y a quelques années, où tu seras obligé de lui filer un salaire astronomique, même s'il divise par 2, c'est déjà beaucoup, tu vois ce que je veux dire? C'est énorme ce qui touche au Barça. Même par 3, ça ne serait pas mérité. Mais en fait, ce que ça fera, c'est que ça te bloquera sur les autres postes. Parce que tu vas lui filer une prime à la signature et un gros salaire, et, et finalement, ça va te brider lorsqu'il va falloir acheter des latéraux dont ça fait des années qu'on dit que c'est des postes très importants dans le football moderne d'aujourd'hui et qu'il faut des latéraux au niveau. Tu vois, il faut très bons latéraux et en doublure, il faut un cran en dessous, mais quand même quelque chose de valable. Et c'est pour ça que la politique sportive, elle est très importante. Si aujourd'hui, tu te dis, je fais un coup, je fais venir Messi, mais encore une fois, dans ton mercato, ça va t'obliger à bricoler et à chercher des bonnes affaires. Et ça sera et dans le rendement, dans ce qu'ils devront apporter en Ligue des Champions et même en Ligue 1, maintenir cette intensité, etc., tu l'auras jamais. Et c'est pour ça que moi je dis, l'été prochain, ça va être un tournant. Tu as un nouveau coach qui n'a pas choisi forcément ses joueurs, donc il va sans doute expliquer à certains qu'il ne comptera plus sur eux pour la saison prochaine, qu'ils devront trouver un club, et il va falloir cibler autres choses. Mais si tu mets, parce que Messi, c'est vrai, c'est gratuit, mais il y a toujours une prime à la signature, et il y a toujours quand même le salaire qui va avec. Donc pour moi, ça priverait, même si Pochettino dit oui, on va tout faire pour l'avoir, c'est quand même un joueur exceptionnel. Voilà quoi. Pour moi, ça reste un coup et ça va te bloquer. Ça va te bloquer dans ta politique sportive. Et pour moi, c'est un mauvais signal envoyé. Donc, faut surtout pas le faire pour moi. Alors, peut-être, je vais me faire insulter. On va me traiter de footix et traiter-moi de ce que vous voulez, de toute façon. Mais pour moi, c'est pas la bonne idée.
Et on l'a vu encore contre Paris. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a circulé sur Twitter où on le voit, mais marcher littéralement. Il y a un Parisien qui récupère un ballon à 2 mètres de lui, il le regarde, il bouge pas, le mec. Après, il avait plus envie d'être à Barcelone. De toute façon, ça veut dire que c'est juste une question juridique qu'il est encore à Barcelone. Alors oui, moi, c'est ce qu'on m'a donné comme argument. Il y a Oui, ça aussi. il est plus motivé. Ça se trouve, à Paris, ça va lui remettre un petit coup de fouet. Peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'on retrouve le Messi Non, d'il y a non, 4 bien sûr. ans. Je suis même persuadé. Donc voilà. Nico, pour conclure, tu as quelque chose à dire ou je peux rendre l'antenne? Non, j'ai 2 petits trucs à dire. D'abord, j'aimerais passer moi aussi une dédicace, comme Mousse, il n'y a pas de raison. Donc, papa, maman, je suis là. Après, Mousse, il nous parle du football moderne d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien savoir quel était le football moderne d'hier. Parce que je ne connais pas ce concept. C'est n'importe quoi. Oubliez cette phrase. Je vais la couper au montage. Il a dit souvent ça. C'est une figure de style, Nico, ça s'appelle un pléonasme. Voilà. C'est comme monter en haut. Voilà. Et après, après, je ne vais pas rentrer dans le débat Messi, parce que je pense aussi que c'est. Et après, tu sais quoi, hier, Messi, je pense que sur un match comme hier, justement, où tu joues à 2 à l'heure, il peut te faire du bien, parce que lui, pour le coup, l'exploit individuel, il est capable de le réaliser. Donc, par exemple, parce que j'ai souvenir à un moment, parce comme il n'y avait pas de tireur, il n'y a ni Neymar ni Di Maria, c'est Kurzawa qui a tiré le coup franc quand même. Hein. Ah ouais, mais ça. Messi, peut-être qu'il te le met celui-là. Et là, on a touché le fond, là. Il a tiré quand même. Il était pas si mal. J'exagère, il est pas si mal tiré. Mais il va vers le but, en tout cas. C'est-à-dire maintenant qu'on peut se contenter du pas si mal, quoi. On en est là. Mousse, les gars, parce que là tu vois, tu remets en cause l'exigence que veut Yacine dans ce. Bah ouais, c'est clair. T'as entendu, je te disais, c'était Kieran Trippier, hein, le latéral droit. Ouais, Trippier. Qui a l'Atlético. C'est ça. Exactement. Voilà, qui était le numéro 1, évidemment, poste d'arrière droit. Bon, je pense qu'on a tout dit sur ce match, hein, les amis. Vous avez constaté comme nous la défaite du Paris Saint-Germain. 2-0 pour la 26e journée de Ligue 1. Le PSG qui est 3e de Ligue 1 à 1 point de Lyon 2e et à 4 points du leader lillois à 58 points. Non, mais 3e à la 26e journée, je ne sais pas si c'est arrivé sous QSI. J'ai pas vu la stat passer en tout cas, mais. On doit pas être loin de la première fois. Hein. À mon avis, ouais, je pense, de la première année. L'année avec Nice et Monaco, peut-être. Ouais, l'année où on perd. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était ouais. Mais, après, ça m'étonnerait parce que sinon, je pense que ça serait sorti quand même en stat hier. Opta l'aurait mis, je pense, mais bon. De toute façon, il y avait assez de stats négatives sur le PSG hier. C'est bon, il n'y avait pas besoin d'une de plus. Il reste 12 journées, c'est ça 12 Oui. Ouais. Donc, 12 journées, 12 x 3, 36. 36 points encore à récupérer. Le PSG, je le disais, qui a encore la chance d'affronter ses concurrents directs en Ligue 1. Donc, la décision se fera aussi sur ces matchs-là. Merci Yacine, merci Mousse, merci Nico. Vous avez été en forme pour débriefer ce match, autant que contre Barcelone, mais dans l'autre sens. Voilà, on a eu un très bon. Parce qu'on parle du football moderne d'aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Mais dans ce podcast, il y avait des avis contraires et ça apporte du débat et c'est ça aussi qui fait la qualité du podcast. Voilà, j'étais un peu, on va dire, pas dans la même attitude que vous, même dans les mêmes avis par rapport au match de Monaco, mais c'était intéressant d'en parler avec vous durant le podcast. Merci à vous trois et puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Pas de match en semaine. Il y a d'autres matchs de Ligue des Champions. Il y a le Real qui joue, il y a Manchester City contre Gladbach, il y a Atalanta Real. Donc d'autres matchs évidemment à suivre. Et nous, on se retrouvera pour le train-train de la Ligue 1 contre Dijon, contre l'équipe l'équipe favori de Nico pour débriefer ce match lundi prochain. Donc on se donne rendez-vous lundi prochain. Salut à tous. Ciao. Ciao.